Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. ProDurable, c'est toujours un moment qu'on adore chez Mieux parce que on sent qu'il y a une énergie, qu'il y a des gens convaincus, il y a de l'expertise. Donc non, on ne parlera pas de CSRD, mais on va essayer d'aborder un sujet qui nous intéresse particulièrement, qui est le sujet de l'innovation et des nouveaux récits, qui correspond au métier de l'agence, qui est de travailler de plus en plus sur l'accélération de la transition, comment les marques, les entreprises s'emparent de la RSE et comment elles se transforment petit à petit, comment elles réinventent leur modèle d'affaires, comment elles innovent, comment elles lancent des nouvelles offres. Voilà, on accompagne de plus en plus de clients sur ce design de nouvelles solutions. Et évidemment, il faut les raconter différemment. Pendant très longtemps, la communication, c'était de dire il faut consommer. Peut-être que c'est pas ça l'avenir. Peut-être que l'avenir, c'est de créer du lien. Et comme j'aime le dire quand je présente le nouveau logo de l'agence, c'est sortir d'une société de biens pour aller vers une société de liens. Ceux qui connaissaient notre logo, il y avait un point d'exclamation à la place du i qui révélait notre enthousiasme, et ça depuis 15 ans, puisque quand j'ai créé l'agence il y a 15 ans, il y avait déjà ce point d'exclamation. Voilà. Au bout de 15 ans, le point d'exclamation est parti pour présenter un cœur au-dessus du i, voilà, pour essayer de propager l'amour. Et on va parler de nouveaux récits, on va peut-être parler d'amour. Je m'appelle Thomas Parotti, je suis le fondateur de l'agence Mieux et j'ai la chance d'être accompagné par... Alors, j'étais pas prête. Amandine Godon, donc je suis directrice de clientèle à l'agence. Et moi, je m'appelle Elisa Pézeret et je suis conceptrice et rédactrice à l'agence depuis 3 mois maintenant. Bienvenue à moi. C'est parti ? Ouais, et par ailleurs, Elisa fait un peu de stand-up, donc demain soir, c'est avec peut-être le Greenwashing Comedy Club. Hein, il faut faire la publicité, il y a du monde. Voilà. Donc demain soir, à l'Académie du Climat, si vous aimez l'humour, vous pouvez aller à son spectacle. Et si vous aimez l'humour, ce soir à 17h, je prends énormément de risques, je vais sûrement me planter, mais il y a le premier spectacle humoristique de ProDurable sur le greenwashing façon Burger Quiz. Voilà, je vous invite à venir, surtout à me soutenir, à dire que c'est super, etc. Mais là, on attaque une conférence, comme d'habitude, on ne fait pas des conférences sur notre business avec un témoignage, etc. On fait une conférence sur un moment de réflexion, sur un des signaux faibles qu'on a pu identifier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'innovation et de récit. Demain, on parlera d'entreprise régénérative. Et donc, c'est parti. Pour les slides, il était une fois. Alors, moi, je vais commencer à raconter cette histoire avec une conférence, ou plutôt l'inverse. Ce sera une conférence avec des histoires dedans. Et pour raconter ces histoires, je vous demande d'accueillir chaleureusement Ellie. Voilà, c'est Ellie. Bienvenue à elle. Donc, je vais vous raconter une vraie histoire. Je vous demande d'être très attentifs pendant 3 minutes, sinon vous n'allez rien comprendre à la suite. Voilà, c'est le récit d'un départ en voyage. Ellie prépare son voyage. Elle s'affaire entre la chambre et le dressing. Elle est surexcitée. Vite, 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 il faut qu'elle finisse les valises ce soir, dernier carat. Elle a tellement hâte. Demain matin, départ au Club Med avec les enfants pour rejoindre sa tendre moitié en taux. Ellie regarde régulièrement sa liste pour être sûre de ne rien oublier. Comme à son habitude, elle l'a soigneusement rédigée au bic sur un post-it pour avoir le plaisir de surligner au stabilo chaque objet qu'elle ajoute à ses bagages. Polaroid, check. Boule caisse, check. Kleenex, check. Klaxon, quoi ? Klaxon ? Bon, ça doit encore être une blague du petit plaisantin qui lui sert d'enfant. Au fur et à mesure qu'elle surligne la liste, elle laisse ses pensées s'évader vers sa destination de vacances. Ah, qu'est-ce qu'ils seront bien tous ensemble dans le jacuzzi ? Et la chambre parentale, ah, la chambre. Elle pense aux photos du grand lit placé sous un Velux et qui laisse passer les premiers rayons du matin. Ça lui rappelle qu'elle n'a plus de crème solaire. Peut-être qu'elle doit faire quelques courses avant de partir, juste au cas où, pour être sûre que rien ne manque. Elle se voit déjà prendre son caddie et le remplir d'articles absurdes juste parce qu'elle est un peu stressée. Un kawaii en Italie, vraiment ? Ellie, on souffle, on respire et on repose le kawaii, d'accord ? Et pourquoi pas du scotch ? Non. Encore raté, Ellie. Ils ont du scotch en Italie, enfin. Garde ton argent pour les Ricard. C'est italien, le Ricard ? Pas sûr. Bon, chaque chose en son temps. Il faut d'abord qu'elle arrive à zipper la fermeture éclair de sa satanée valise. Zip ? Ça y est, les valises sont finies. Allez, plus qu'à faire les courses, à sortir les sandwichs du frigidaire, passer un dernier coup de Karcher sur la terrasse pour faire plaisir aux locataires, et c'est tout bon. Dans 2 heures, Ellie et les enfants sont prêts pour prendre le Uber, et demain, toute la petite famille sera réunie. Alors j'ai une question à 1000 points pour vous.
À votre avis, quel est le nom de famille d'Élie et Anto? Si vous trouvez, vous remportez le poste d'Amandine. Voilà, vous pouvez prendre sa place chez mieux. Vous avez 3 secondes pour répondre. Personne, c'est normal. Son nom de famille, c'est Nomase, antonomase. Vous ne savez pas ce que c'est une antonomase? Moi non plus, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à quelques semaines. Voilà. Donc, pour vous dire, une antonomase, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un nom commun par un nom propre ou inversement. Donc, par exemple, le bic, le stabilo, le frigidaire. Et maintenant, je vais vous demander de faire une tonne d'applaudissements. Vous avez été hyper concentré, vous avez entendu plein d'antonomases. Et donc, on va faire un test, c'est par applaudissement. Est-ce que pour certains, il y a 3 antonomases? Par applaudissement. Non. Alors, est-ce que par applaudissement, il y en a 12 dans cette histoire? Ou est-ce que dans cette histoire, il y a 19 antonomases par applaudissement? J'ai l'impression qu'il y a une majorité de 19. Et bravo, effectivement, 19 était la bonne réponse. Donc, vous connaissez ou pas, alors il y a certains qui sont évidents, hein, Kawe, Post-it, Jacuzzi, Kleenex, Ricard, tout ça, c'est des marques qu'on connaît bien, le Karcher, le fameux Karcher. Je vais déposer une proposition de loi pour arrêter de vendre des Karcher, parce qu'il y a des Karcher dans toutes les maisons, alors qu'en fait, tu l'utilises jamais, quoi. Donc on va arrêter. Éclair, hein, la fermeture Éclair, est-ce que tout le monde savait que c'était une marque au début? Le scotch, les stabilos, etc., tout ça, vous le saviez. Il y a aussi... Donc en anglais aussi, hein, Hoover, ça veut dire passer l'aspirateur, c'est au départ une marque. Et ce que certains ne savaient peut-être pas, c'est qu'il y a le compte de sandwich qui, à un moment, un peu à la bourre, a mis une tranche de jambon entre 2 tranches de pain et il est parti comme ça et le nom est resté. Et donc, pour éviter d'arrêter sa partie d'échec. Voilà. Donc dans cette histoire, il y avait 19 antonomases. Bravo à ceux qui avaient la bonne réponse. Et alors, a priori, on vous a parlé là, vous êtes venus parce qu'on va vous parler d'innovation. Et quand on vous dit innovation, vous imaginez peut-être plutôt les voitures volantes du 5e élément que des post-it. Sauf qu'en fait, des post-it, vous en utilisez tous les jours, comme les 18 autres qu'on a pu vous présenter. Il faut que je gère le micro et la télécommande en même temps. Donc, la question qu'on avait envie de se poser avec vous, c'est est-ce que l'inno doit être porté par un récit ou bien est-ce que ce sont les récits qui font l'innovation? Bref, qui de l'œuf ou de la poule était là le premier? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une innovation? C'est l'émergence d'un usage. C'est un objet nouveau qui ne manquait pas jusqu'alors et qui, une fois qu'il est là, apparaît comme une évidence. Ce qui est intéressant avec l'innovation, c'est qu'en fait, elle crée son propre momentum. C'est le moment de rupture de l'équilibre de la balance qui crée une bascule. Et quand on parle d'innovation, donc traditionnellement, on pense à une opposition entre un imaginaire futuriste qui serait rendu désirable par les récits culturels, alors culturels au sens large, hein, que ce soit le cinéma, les livres, les publicités, évidemment, par rapport à l'histoire d'Élie, qui là est une histoire d'innovation qu'en fait on connaît tous. Du coup, dans cette histoire du quotidien, on a eu envie de tester avec vous les images que ça a suscité chez vous quand on vous a raconté ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous et qui est Élie? Comment est notre héroïne? Première question, tu vas très très vite. Première question, est-ce que, pareil, à l'applaudissement, est-ce qu'elle est blanche? Ou bien est-ce que vous l'avez imaginée comme métisse? Ah ben voilà, heureusement. Est-ce qu'elle est brune? Alors, on va pas faire des applaudissements à chaque fois. Ou est-ce qu'elle est blonde? Ouais. Est-ce qu'elle est en couple hétérosexuel ou homosexuel? A priori homosexuel, pas grand monde. En appartement ou dans une maison? Et si c'est dans une maison, est-ce que vous l'avez plutôt imaginé en maison de ville ou en maison de banlieue? Est-ce qu'elle conduit plutôt une voiture familiale ou bien un coupé sport? Et on vous a dit qu'elle avait 2 enfants. Alors est-ce que c'est un garçon et une fille ou bien est-ce que c'est 2 enfants du même sexe? A priori, si vous vous re-questionnez sur la manière dont vous avez projeté cette image, il est probable que vous ayez le même schéma mental que nous, à savoir une famille hétérosexuelle, blanche, avec 2 jeunes enfants, à peu près de 10 ans, c'est bien, vers 10 ans, et qui roule avec une voiture familiale, peut-être même qu'elle a un labrador. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, si vous avez projeté cet imaginaire, c'est qu'il est nourri par les mêmes récits que ceux qu'on connaît depuis des années qui finalement évoluent assez peu.
Alors, la famille que vous avez imaginée, c'est peut-être celle-ci. Famille Coca-Cola. Là, c'est la famille Coca-Cola incarnée par Betty Draper. Betty Draper, qui est la femme du publicitaire Don Draper dans Mad Men. Et ce qui nous intéresse là, c'est qu'en fait, nos imaginaires, ils sont aussi popularisés par notre cadre de référence culturelle. Et donc, dans Mad Men, on a ce volet à la fois pop culture qui, en inception, nous met la série, mais aussi l'objet publicitaire. Et tout ça, c'est un héritage post-Seconde Guerre mondiale. En fait, nos imaginaires se fondent sur des récits qui correspondent à une période d'abondance après la privation de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi l'époque de la mondialisation culturelle, c'est l'époque des GI, c'est l'époque des chewing-gums, du rock'n'roll et évidemment du coca. Et cet imaginaire-là, il a ancré dans nos esprits un biais qui est celui de l'abondance et aussi du cool. On est ce qu'on possède, et pour reprendre cette citation humoristique que vous connaissez sans doute, je dépense donc je suis. Écrite par Descartes, évidemment, que vous connaissez. De crédit. Des cartes de crédit. Et ça fonde en nous, c'est la quintessence en fait de l'American Way of Life qu'on connaît tous de nom. Pourquoi cette prédominance de l'American Way of Life? On va vous citer un écrit de Jean Baudrillard de 1986. Jean Baudrillard, en fait, analysait déjà le fait que l'Amérique n'est ni un rêve, ni une réalité, c'est une hyper-réalité. Pourquoi? Parce c'est une utopie qui, dès le début, s'est vécue comme réalisée. Et en fait, l'Amérique, c'est la version originale de la modernité, dont nous sommes la version doublée ou sous-titrée. Ce que nous raconte Baudrillard, en fait, c'est que cet American Way of Life, pourquoi il marche, pourquoi ça prend aussi dans nos esprits, c'est parce que ça dévoile les clés de la mondialisation du récit. Les États-Unis n'ont pas seulement imaginé leur récit, ils l'ont d'emblée vécu. Et en le vivant, c'est ça qui a fondé cet American Way of Life. La précédente. Donc, si nos récits racontent ça, et si on vous a présenté Mad Men, en fait, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on est vraiment dans ce que je vous disais, une inception de récit culturel. On a un objet de récit qui est la série et qui est l'écho d'autres récits, à savoir la publicité. Et ça, si on creuse encore davantage, la publicité, on va un peu la décortiquer. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une publicité finalement? C'est une histoire d'images et de mots, et une histoire d'imaginaire et de récits. Et on a eu envie de faire l'exercice de trouver des publicités à mettre en regard de Mad Men. Pour le coup, voilà. À gauche, vous avez un extrait de Mad Men. Et à droite, vous avez une publicité de 2024 donc pour un constructeur automobile. Donc les enfants sont un peu plus âgés. Mais vous verrez en la déroulant, et sans remettre à aucun moment en cause la qualité de cette publicité, que par ailleurs, moi, j'aime beaucoup, vous verrez qu'on est dans une reproduction de schéma, et la publicité même tire profit de cette reconstruction de schéma, puisqu'on suit l'histoire de cette femme qui passe le permis, qui vit sa vie ensuite, puis qui reproduit ce schéma avec son mari et leurs 2 enfants, qui ont une maison, un pavillon de banlieue avec un petit jardin. Et donc, ce qu'on constate, en fait, c'est que notre cadre de référence, nos images mentales, ils évoluent peu. Même si nous, publicitaires, on s'attache à déconstruire ceci, mais finalement, c'est encore là, c'est encore présent. Et en 2024, on présente encore ces schémas-là aussi parce qu'ils font sens. Et de fait, si on s'attarde un peu sur une citation un peu longue, mais très éclairante de Roland Barthes, sémiologue très connu, Barthes dit « Innombrables sont les récits du monde. Le récit peut être supporté par le langage articulé, oral ou écrit, par l'image fixe ou mobile, par le geste et par le mélange ordonné de toutes ces substances. Il est présent dans le mythe, la légende, la fable, le conte, la nouvelle, l'épopée, l'histoire, la tragédie, le drame, la comédie, le pantomime, le tableau peint, le vitrail, le cinéma, les comics, le fait divers et la conversation. Sous toutes ces formes presque infinies, le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les sociétés. Le récit commence avec l'histoire même de l'humanité. Il n'y a jamais eu nulle part aucun peuple sans récit. Le récit est là, comme la vie. En fait, il existe des dizaines de récits. Il en énumère un certain nombre, il en existe plus encore. Et ces récits, ils nous abreuvent au quotidien. C'est ce qui fonde notre socle culturel. C'est nos religions, nos mythes, nos livres, nos œuvres d'art. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Et ces récits, c'est notre humanité. C'est notre singularité, en fait, en tant qu'homo sapiens. On peut se nourrir des récits d'autrui,
on peut inventer les siens propres, on le fait évidemment énormément quand on est enfant. Le fait est qu'on s'appuie toujours sur des récits antérieurs. C'est ça notre cadre de référence, c'est ces récits préexistants qui nous fondent. Et alors s'il y a un genre où l'imagination est reine, c'est vraiment la science-fiction. Et la science-fiction, on a eu envie de vous en parler parce qu'évidemment, comme tout communicant qui essaye de faire changer ça, on s'en imprègne aussi beaucoup. Avec plusieurs exemples, notamment en science-fiction. Le premier, peut-être le plus évident, qui est Jules Verne. Jules Verne, qui donc a écrit des romans que vous connaissez tous, ultra documentés. À l'époque, on ne parlait pas encore de science-fiction. Pourtant, c'est véritablement ce qu'il a fait. Il a allié la science et la fiction. Et en fait, avec ses voyages extraordinaires, ces si bien nommés voyages extraordinaires, il a ouvert le champ des possibles, justement, à notre imagination. Et puis, plus récemment, 2 autres œuvres emblématiques de science-fiction. On peut citer Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, qui est l'œuvre d'un philologue. Et donc, pourquoi ça nous intéresse aussi? Parce qu'en fait, il a fondé le mythe, l'univers, qui lui a permis d'encapsuler les mots dont il avait besoin et son propre récit. Il s'est affranchi du réel pour créer un nouveau monde et un nouveau vocabulaire, tout comme Harry Potter, pour citer 2 emblèmes de science-fiction. Harry Potter, qui est le 3e roman le plus vendu au monde, 3e livre le plus vendu au monde, et qui a inventé ses propres néologismes qu'on connaît sans doute tous, les portes au loin, Horcrux, Moldu et autres animagus. Non, donc, 3e le plus vendu, le premier, c'est la Bible. Mais t'as tout spoilé. Il faut savoir que le 2e livre le plus pas vendu, mais c'est le catalogue Ikea. Le plus vendu, c'est les citations de Mao Tse-tung. Voilà. Donc, pour reprendre le livre le plus vendu du monde, pour nous, le point de départ, c'est que en fait, tout commence par un mot. C'est le mot qui est le vecteur du récit. Et donc, pour citer la Bible, au commencement était le verbe. Si on va un peu plus loin et qu'on décortique ça, cette citation bien connue de Shakespeare, qu'y a-t-il dans un nom? La fleur que nous nommons la rose sentirait tout aussi bon sous un autre nom. En fait, ce qu'on voit d'emblée, c'est que la rose, elle aussi, encapsule en tant que signifiant tout le concept de la fleur. Quand on dit rose, dans votre imagination, vous voyez la fleur, vous l'imaginez, potentiellement, vous sentez son odeur. Et à ce titre, les antonomases font aussi ce travail-là, puisqu'ils sont le parfait exemple en fait, de la convergence du récit, et là, en l'occurrence, de l'innovation. On ne dit plus avertisseur sonore, on dit klaxon. Le mot véhicule l'image mentale, et la marque supplante l'usage. Le mot a une puissance transformative. Et donc maintenant, si on s'interroge un peu plus avant sur des applications pratiques récentes, quels récits ont eu un effet transformatif au sein de la société ces dernières années? Alors on va rappeler Élie qui va nous permettre de découvrir 5 récits sources d'innovation qui vont de la création de services au nouveau business model, avec évidemment des nouvelles lois et des évolutions sociétales en général. Alors, d'abord, on va commencer par l'histoire de la transparence qui fait bouger les lignes. Élie se rappelle encore du scandale de la vache folle ou encore des chevaux dans les lasagnes Findus. Ça lui donne des frissons à l'idée d'en avoir mangé. Après, il y a eu les perturbateurs endocriniens. C'est peut-être le pire, celui-là, parce que c'est le plus dur à éviter. Maintenant, Élie ne laisse plus rien au hasard. Ce qu'elle attend d'une marque, c'est avant tout la transparence, que ce soit pour choisir ses steaks végés ou les couches du petit dernier, même pour son maquillage. Et donc, du coup, on a vu apparaître... Ça marche ou pas? Non, mais sinon, je continue. Du coup, on a vu apparaître un certain nombre d'applis. Il faut savoir que 76% des consommateurs considèrent qu'ils n'ont pas assez d'informations sur les produits qu'ils veulent acheter. Et donc, il y a un certain nombre d'applis qui ont pu apparaître. Il y a de la data qui a été mise à disposition. Et donc, il y a des applis comme Yuka, Clear Fashion, Clean Beauty qui sont développées et qui ont un véritable impact. Ce n'est pas juste le fait que ce soit transgénérationnel, qu'en France, il y a à peu près 20 millions d'utilisateurs de Yuka et qu'en fait, vous pouvez voir des gens de 15 ans comme des gens de 70 ans en train de scanner des produits. C'est que ça a transformé l'industrie et qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir un Yuka-friendly product. C'est-à-dire qu'il y a une Yuka-friendly stratégie. Et je sais que dans la salle, il y a des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, dans les équipes marketing. Et ils font très attention à ce que le résultat soit le plus optimisé. Et c'est la seule fois où je parlerai de CSRD 2 secondes. Moi, je pense que la CSRD va provoquer la même chose. C'est-à-dire que demain, on aura des CSRD-friendly stratégies. Et c'est la bonne nouvelle. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Ce n'est pas juste du réglementaire et un truc qui te met la pression. C'est comment je fais pour avoir la meilleure note de la classe.
Donc voilà, je referme la... mais bon, on aura dit CSRD, on aura dit Barthes et Baudrillard et Shakespeare, donc je pense que vous pourrez dire ce soir que vous avez fait la meilleure conf de la journée. Donc ça génère des nouvelles recettes. On sait que Intermarché a modifié 850 recettes de ces produits agroalimentaires pour être mieux notés. On sait que certains l'ont fait et font très attention, et quand vous scannez par exemple le surimi de la marque pas très belle là. Alors, il y a une marque Fleury Michon qui a 27 sur 100 et le concurrent a 80 sur 100, et à chaque fois ça vous renvoie sur Fleury Michon. Donc on voit bien que ça a un impact sur les achats, et que même l'appli qui est neutre suggère des nouvelles solutions. Voilà, donc ça a généré des nouveaux produits, ça a généré des nouveaux services qui permettent aux consommateurs de mieux choisir, parce que ça tombe bien, c'est ses attentes, il veut plus de transparence, et donc il peut avoir plein d'informations sur ces applis et faire évoluer. Et donc ça va être vrai dans tous les secteurs. Ça s'est surtout vu pour l'instant dans l'agroalimentaire, mais dans les autres secteurs, c'est en train d'arriver. Le mouvement anti-gaspi qui grandit. Un jour, ils annonçaient au JT qu'on renversait de la javel sur les invendus encore consommables et pourtant jetés à la poubelle, parfois cadenassés. La honte, en fait. Elie n'en revient toujours pas qu'on puisse manquer à ce point d'humanité. Heureusement, depuis, il y a des lois qui sont passées. Même elle a inventé ses propres lois à la maison. Si les assiettes ne sont pas terminées, tout le monde est prié de dégainer son tupperware en verre. Et pourtant, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Quel gâchis! Donc là, le récit, c'est la lutte contre l'anti-gaspillage. Derrière, il y a des ssolutions, certaines que vous connaissez, comme Too Good To Go, des offres de paniers zéro gaspi qui sont disponibles parce qu'il faut les changer. Il y a cette fameuse campagne des légumes moches d'Intermarché qui avait été lancée il y a 5-7 ans. Pour info, elle était présente que dans 3 magasins. Donc, elle avait eu un grand prix stratégie, mais on peut quand même questionner le sérieux de cette démarche-là. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est étendue dans d'autres magasins, qu'il y a aujourd'hui des soupes qui sont fabriquées à partir de légumes non calibrés. Voilà, donc il y a une montée en puissance de tous ces sujets-là. Too Good To Go, aujourd'hui, 8 ans après la création, cette année, ça a été 53 millions de repas qui ont été évités d'être mis à la poubelle. Dans la production agricole, et c'est quand même assez dingue, 1/3 de ce qu'on produit va être jeté. Hein. Donc quand un agriculteur, que ce soit en France, en Guadeloupe, en métropole, en Guadeloupe, en Afrique, ici produit 3 kilos, il y a quand même 1 kilo qui va être jeté, ce qui est quand même assez dingue. Ce qui est intéressant, c'est que cette initiative elle s'est massifiée, que le zéro gaspille, c'est une bagarre un peu partout, qu'il y a une vraie prise de conscience, qu'il y a des nouveaux services. Typiquement, nous, on a créé un service pour une enseigne qui s'appelle, enfin, c'est pas une enseigne, c'est une entreprise, une filiale de Lagardère, qui s'appelle Lagardère Travel Retail. C'est 4800 boutiques présentes dans le monde entier, essentiellement dans les gares, vous connaissez Enseigne Relais, dans les aéroports. Et donc, ils sont dans un aéroport, donc ils doivent être hyper vigilants sur les sujets de com pour éviter le greenwashing, parce que sinon, là, ils sont attaqués super rapidement. Mais donc, on a mis en place un programme qui s'appelle FLOW, qui est Fight to Limit Our Waste, FLOW. Et ce programme, c'est un peu façon Too Good To Go, c'est comment on fait pour réduire le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'ils vendent des produits bruts, il y a des restos, donc ils font des échanges, mais aussi d'autres produits, cosmétiques, des changements de packaging, des trucs comme ça. Donc on a développé ça. On voit bien que cette lutte contre le gaspillage, elle se développe dans tous les segments, dans tous les marchés, évidemment dans l'alimentaire, mais aussi de plus en plus dans d'autres secteurs. Et ça a donné la création de lois. Donc on parlait des récits au départ, hein, je vous rappelle. C'est parce qu'il y a des scandales qui sont sortis, qu'il y a des offres qui ont été lancées, et ces offres, comme d'habitude, les parlementaires sont un peu à la bourre sur les entreprises, ont donné des lois derrière, comme la loi Garot, qui est une des lois les plus importantes sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi vêtements, sur tous ces sujets-là. Parce que maintenant, on n'a pas le droit de jeter des vêtements, même après les soldes. Ensuite, on a l'histoire des marques qui poussent à moins consommer. Depuis qu'Elie a vu la campagne Don't Buy This Jacket, elle se pose toujours la question de si elle a vraiment besoin d'acheter un produit. Elle ne cède plus aux caprices de ses enfants qui veulent changer de sac et de téléphone chaque année. Maintenant, on réduit, on recycle, on réutilise et on répare. Il n'y a pas que pour la nourriture qu'il faut faire attention. Il faut aussi prendre garde à la manière dont on consomme en général. Donc là, l'enjeu, c'est la surconsommation, qui est un récit qu'on voit
Dans une étude Greenflex qui a peut-être 2-3 ans, il y avait 13%, alors 24% des Français disaient qu'ils voulaient consommer moins et 13% étaient fiers de moins consommer. Donc ça, c'est un nouveau truc qui est en train d'émerger. Dans les signaux faibles, je vous demande de bien être vigilant sur ces trucs-là. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une sorte de résistance à la surconsommation. Donc évidemment, l'exemple de Pata, vous la connaissez par cœur. Mars 2011, c'est le Black Friday. Pata décide dans le New York Times de faire cette publicité Don't Buy the Jacket et surtout d'avoir une sorte de manifesto derrière en disant globalement des grands principes d'économie circulaire où on va réduire, réparer, réutiliser, recycler et réimaginer. Ils commencent à bosser sur les sujets des imaginaires et ils le font encore aujourd'hui. Donc ça, globalement, vous le savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand on regarde le chiffre d'affaires de Patagonia 10 ans après, il a été multiplié par 5. Donc globalement, on me dit de ne pas acheter ces vêtements. Et évidemment, je suis un consommateur avec tous ces paradoxes et je vais acheter de plus en plus de Patagonia, hein, qui n'a pas un truc Patagonia et qui vient produrable. Par applaudissement, qui n'a pas de truc Patagonia? Ok, d'accord. C'est peut-être parce que vous venez pour la première fois sur Produrable. Voilà. Donc ça, tout le monde le sait, multiplié par 5. Évidemment, ce que vous savez aussi, c'est que Yvon Chouinard, qui est un nom bien français, qui est au départ un mec qui faisait de l'escalade et qui commençait à fabriquer ses petits produits, il a créé 1% pour la planète bien avant. Aujourd'hui, association massive qui récolte beaucoup d'argent pour toutes les associations. Il y a plein de produits qu'ils sont. Ça peut être un produit, ça peut être toute l'entreprise. Par exemple, il y a Gobi, qui est une marque de gourde que vous connaissez, qui, d'ailleurs, en plus, Florence est présente au conseil d'administration. Voilà, 1% pour la planète, c'est une association qu'il faut vraiment regarder. Donc tout ça, cette dimension générosité, vous la connaissez. Ce que vous savez aussi, c'est qu'Yvon Chouinard a transmis la propriété de son entreprise à un fonds qui s'appelle Mother Nature. Donc aujourd'hui, tous les bénéfices qui sont faits par Patagonia quand vous achetez une casquette à 59 €, hein, vous pourriez acheter à 2 € chez Primark quand même. Et non, vous achetez une casquette Patagonia à 59 €. Du coup, ça génère des bénéfices qui sont, de façon 1% pour la planète, réinvestis un peu partout. Voilà. Et là, il y a un documentaire qui a été complètement sponsorisé par Patagonia sur l'Anthropocène qui a été présenté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ils sont vraiment... Hein, Shit-tropocène, pardon, excusez-moi. Je ne l'ai pas encore regardé. Mais par applaudissement, qu'il a déjà regardé. Ah, très bien. Le par applaudissement, ça marche vachement bien. On devrait le faire chaque année. Heureusement qu'on a recruté une stand-upeuse. Voilà. Donc, cette marque est intéressante. Évidemment, en France, il y a des entreprises qui sont aussi engagées, qui ont déjà transmis les clés de leur entreprise, par exemple Léa Nature, qui a transmis aussi à une fondation et dont les bénéfices sont investis sur la préservation de la planète. Donc voilà, on voit bien que le sujet du renoncement va être un sujet majeur qu'il va falloir tous traiter. Donc la question, quelle que soit votre entreprise, c'est qu'est-ce que vous arrêtez de faire? Patagonia a dit on répare, on arrête de vendre, ok. Mais on voit bien que les entreprises qui arrêtent de vendre des produits gagnent du chiffre d'affaires. Je vais vous donner 2-3 exemples. Biocop, exemple connu, 2017, on arrête de vendre des bouteilles d'eau, ils perdent 3% de clients, ils gagnent 15% de clients. Moi, mon grand-père était commerçant, hein, ma grand-mère aussi. Ils vendaient, et donc ils considéraient qu'ils mettaient plus de produits, ils avaient plus de clients. En fait, on arrête de vendre un produit, une bouteille d'eau, et les gens vont chez Biocop parce qu'ils vendent plus de bouteilles d'eau. C'est quand même super contre-intuitif. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pareil partout. Il y a une entreprise qui a décidé d'arrêter de financer des achats de véhicules thermiques, une banque australienne qui s'appelle Bank Australia, qui est une banque coopérative. Ils ont gagné des clients depuis qu'ils ont arrêté de financer l'achat de véhicules thermiques. Nous, on a la chance de travailler avec une entreprise qui s'appelle Nexans, qui fait des câbles électriques, souterrains, sous-marins et dans les murs. Il y a eu une rationalisation, un nombre de clients. Ils avaient 13 000 clients, ils sont passés à 4 000 clients, ils ont réduit le nombre de produits. Et en fait, cette entreprise, elle est en forte croissance, elle est plus rentable qu'avant. Ce que fait Christopher Guérin est juste un truc assez dingue. Voilà, dans les boîtes un peu cool qu'il faut regarder, évidemment, il faut regarder Mustela et je vais vous en parler, mais il faut aussi regarder Nexans, une boîte super B2B. Dans le B2B et dans le BTP en particulier, il y a vraiment des entreprises qui font des choses très très bien. Donc le renoncement, c'est une preuve d'engagement, c'est la preuve ultime, c'est-à-dire j'arrête de vendre un produit. Moi, je rêve que toutes les entreprises analysent leur chiffre d'affaires en disant où sont les 10%, où est le 5% de chiffre d'affaires qui fait 25% de mes GES. Je suis sûr que dans toutes les entreprises, alors peut-être pas dans les entreprises de services,
mais que dans beaucoup d'entreprises, notamment industrielles, il y a 5% du chiffre d'affaires qui fait 20% du GES. Pourquoi on continue ça? Voilà, donc tout le monde annonce ça. Et le New Patagonia, c'est évidemment Mustela qui dit on arrête les lingettes en 2027. Et donc là, tout le monde dit c'est extraordinaire, Mustela, fabuleux, tout le monde applaudit. Stratégie de com assez discrète en fait, puisque ça a été annoncé sur plusieurs interviews télé assez simples, avec un chiffre, attention, qui est Mustela hyper clair là-dessus, où en fait c'est 22% du chiffre d'affaires de la marque Mustela en France, c'est plutôt 4% du chiffre d'affaires du groupe Expansience dans le monde. Hein. Donc on tire une balle dans le pied, mais en fait la balle elle est moins dangereuse. Voilà. Mais après, un vrai travail de ils ont eu le courage de le faire contrairement à leurs concurrents. Ils créent de la préférence de marque. Et cet après-midi à 17h, je fais un truc et il y aura Mustela, la directrice marketing global. On lui posera peut-être la question de savoir si la marque a progressé en chiffre d'affaires, sur plein d'items et tout. Voilà. Donc le renoncement, c'est important. Et donc tout le monde, évidemment, connaît cette méthodo bisou. Hein, ok, par applaudissement, qui connaît la méthode bisou? Ok, donc certains ne la connaissent pas. C'est une méthode d'achat que je vous conseille d'utiliser, qui est très simple. Il y a certaines personnes qui se disent, si j'en ai encore envie dans 48 heures, ben je reviendrai l'acheter. Sinon, il y a la méthode bisou. Donc B, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ce besoin est immédiat? Est-ce que j'ai pas quelque chose de semblable? Hein, est-ce que je veux un blouson de ski, mais est-ce que j'ai pas un blouson de ville qui pourrait faire blouson de ski? Je prends un exemple un peu bizarre quand même, quand on parle de... C'est parce que j'ai passé la soirée hier soir avec une femme qui bosse sur les... extraordinaire, qui bosse sur la résilience dans les montagnes et les stations de ski. Origine, quelle origine a ce produit? Est-ce que c'est du made in China, Ouïghour? Est-ce que c'est un produit made in France? Et est-ce que c'est utile? Évidemment. Est-ce que c'est pas totalement futile? Donc la méthode bisou, qui est une méthode assez grand public, hein, que vous pouvez utiliser, c'est pas vraiment du marketing, mais il faut savoir que votre produit il peut passer au filtre de cette méthode-là, et donc important de donner ces raisons. Voilà. Ensuite, il y a l'histoire du moment où l'avion c'est devenu un peu la honte. Ellie adore Greta Thunberg. J'ai pas le bon accent. Greta Thunberg. Elle est géniale, cette gosse. Mais à cause d'elle, elle se demande si elle a bien raison de partir à l'autre bout du monde. Est-ce que finalement, partir à la bourboule, c'est pas tout aussi cool? Enfin, c'est sympa l'avion, hein, mais c'est devenu un peu la honte ces derniers temps. À part pour ceux qui pensent que la seule alternative, c'est le char à voile, évidemment. Et donc là, en fait, on voit bien qu'il y a le flexcam, qui est donc l'expression suédoise de honte de prendre l'avion, qui a été inventé, qui a été généralisé par Greta Thunberg et par, évidemment, qui a été massifié par d'autres personnes très engagées et activistes. Donc le tourisme, en fait, il y a une remise en question. On sait, malheureusement, globalement, que le tourisme aérien se développe, continue de se développer. Dès que le Covid a été terminé, on est retourné dans les avions, etc. On sait que il va y avoir une croissance forte. L'aviation nous promet, mais c'est déjà démenti par les experts, qu'il y aura un avion décarboné en 2035 avec de l'hydrogène. Donc tout ça, on sait que c'est du pipeau. Ce qu'on voit apparaître, c'est quand même d'autres coups de pression. Donc en plus du Flexcam, il y a l'avion de Bernard, que vous connaissez peut-être, qui analyse les vols de Bernard Arnault, mais aussi de son confrère François Pinault, de Pouyanné, etc. Et voilà, et donc à ma droite, vous avez compris, j'ai la reine de la pop culture qui dit que Taylor Swift et Kim Kardashian. Ne me demandez pas une photo de Kim Kardashian, je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais j'entends souvent parler. Mais oui, non. Par applaudissement, qui ne connaît pas Kim Kardashian? Bon, ça ne veut plus rien dire, mon truc, on arrête. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une honte de prendre l'avion. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes dans une autre trajectoire que des utilisateurs? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles façons de voyager qui sont en train d'émerger. On voit qu'il y a une tendance au slow travel qui se développe. Il y a de plus en plus de gens qui acceptent de prendre l'avion pour aller voir les aurores boréales. Hein, c'est dans le Ourail et il y a Bonpote aussi, je crois. Enfin, il y a plusieurs personnes qui sont allées voir les aurores boréales et enfin qui ont expliqué qu'en fait, c'était extraordinaire de passer 3-4 jours dans un train et de revenir en 3-4 jours, juste au lieu de prendre l'avion trop rapidement. Et donc, le slow travel se développe. Il y a le tourisme à vélo qui s'est fortement développé l'été dernier, plus 40%. De plus en plus de gens partent en vacances en vélo, partent à vélo, laissent la voiture pendant les 15 jours. On sait que les vacances, c'est toujours un moment
nouveaux usages, de remise en question. Voilà, quand on part en vacances, on se dit si je pars en Inde, typiquement, le végétarisme va être un peu obligatoire. Alors ça, en Inde, en vélo, ça c'est pas possible. Hein, voilà. Mais donc globalement, on voit bien qu'il y a une tendance comme ça. Et après, évidemment, par opposition, il y a des gens comme Wizz Air qui, vous avez découvert ça certainement, c'est donc en Bulgarie, je crois, ou en Hongrie, où en fait pour 599 € par semestre, vous pouvez prendre l'avion autant de fois que vous voulez. Donc évidemment, gros buzz négatif, mais sauf que tout le monde en a parlé et je pense que ça a intéressé beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, ce récit du voyage, il est à réinventer. Il y a des groupes comme Pierre et Vacances Center Park qui parlent beaucoup de tourisme de proximité. Moi, j'ai le sentiment que c'est en train de bouger, qu'on est en train de s'apercevoir qu'en fait, typiquement pour nous, Français, la France est un très beau pays, qu'on a envie de faire un tourisme pas très loin, au Pays Basque, en Alsace, en Bretagne et dans le Périgord. Voilà. Et enfin, l'histoire du combat contre les violences faites aux femmes. Harvey Weinstein, le premier nom d'une longue série d'hommes agissant en toute impunité depuis des années. Quand Ellie a vu, elle a immédiatement pensé à sa fille. Est-ce qu'elle a envie que sa fille grandisse dans ce monde? Non. Alors elle a sorti une banderole et elle est partie rejoindre dans la rue les autres. Dessus, elle a écrit #nous toutes. Et alors là, ce qu'on constate, c'est que ce momentum de 2017 avec Harvey Weinstein, ça a permis de libérer la parole. En fait, Harvey Weinstein est devenu l'emblème des violences sexistes et sexuelles. Mais ce que ça a engendré aussi, c'est qu'en fait, finalement, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Ça a créé une libération de la parole telle que ça a mis en lumière le fait que c'est un problème systémique qui ne touche pas seulement les sphères du cinéma, mais toutes les sphères, privées comme professionnelles. Et c'est surtout le premier grand récit féminin international qui permet de dénoncer la culture patriarcale et qui transcende toutes les sphères. Ce que ça nous amène ensuite, c'est plusieurs choses. Déjà aux États-Unis, la loi du Speak Out Act qui permet de limiter l'application des accords de confidentialité, donc justement pour libérer la parole des victimes. Et en France, on voit que l'histoire est encore à écrire, mais néanmoins, on voit aussi que beaucoup de choses bougent. Très récemment, on peut citer évidemment beaucoup d'éléments. Déjà, on peut citer tous les Balance ton porc, qui était la version française de MeToo, qui après a fait des émules, que ce soit les Balance ton agency, qu'on connaît sans doute tous, Balance ta start-up, mais aussi Balance ton bar, pour adresser aussi d'autres sphères. La honte change aussi de camp. Et on voit que c'est vraiment un temps long, puisque c'est des récits qui prennent le temps aussi pour que justement la parole se libère. On pense à Judith Godrèche qui a révélé l'année dernière qu'elle avait été abusée par Benoît Jacot il y a 40 ans. Et on espère que ça aurait des incidences aussi législatives, puisque avant la dissolution de l'Assemblée nationale, elle faisait aussi partie de groupes de travail sur le sujet. On peut évidemment aussi parler des révélations sur l'abbé Pierre, qui sont connues depuis les années 50. C'est pareil, on est 70 ans, 80 ans plus tard, et c'est aujourd'hui que les victimes commencent à parler et qu'on commence à se rendre compte de l'ampleur du problème. Et puis bien sûr, le procès Mazan. Le procès Mazan, ça a souvent été aussi présenté dans les médias avec un parallèle entre Gisèle Pelicot et Gisèle Halimi. Gisèle Halimi avait permis que la définition du viol soit inscrite dans la loi. On espère, on imagine que la définition du consentement et surtout du fait de sa reconnaissance en tant que telle puisse l'être aussi. Donc, ce qu'on constate, c'est déjà, évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais en plus, ça révèle une innovation un peu différente de ce qu'on a pu vous présenter par ailleurs, puisqu'on est sur une innovation organisationnelle, sociétale, et ça bouleverse en fait la conscience sociale. Et à ce titre-là, pour nous, c'est une innovation, puisque en plus, a fortiori, ça permettra, comme ce qu'on vous a présenté auparavant, de faire émerger des nouveaux droits et des nouvelles lois. Pour conclure, on le voit, l'innovation est récit et le récit est innovation. Les innovations créent leur propre momentum. C'est ce qu'on vous a présenté là avec la participation de Ellie qui vous racontait ça avec un point de vue subjectif. Les innovations créent leur propre momentum, ce point de bascule donc, qui fonde un nouveau modèle qui rend l'ancien obsolète.
Ça peut s'appuyer sur différentes choses, sur des nouveaux usages, on l'a vu, l'anti-gaspi, le slow travel, le fait de rendre l'avion obsolète. Ça peut s'appuyer sur des néologismes, les antonomases qu'on vous a présentés, le klaxon, le post-it, etc. Et ça peut aussi s'appuyer sur des mots récits, comme MeToo, qui donc vont encapsuler toute une histoire. MeToo, c'était un hashtag, maintenant c'est une histoire à part entière. Donc l'innovation et récit sociétal, c'est deux choses. Déjà, ça nous apprend que n'importe qui peut s'en emparer, que c'est la société qui a beaucoup fait bouger les lignes et qu'après d'autres se sont emparés de ça. Mais ça nous apprend aussi que ces récits innovants, ces innovations racontées, elles nous montrent en fait l'évidence d'un récit simple par rapport à une innovation complexe à appréhender comme à raconter. Une innovation, c'est pas forcément la conquête de Mars et les voitures volantes, ça peut être une note adhésive. C'est aussi, et ça c'est important aussi par rapport aux nouveaux récits, aux imaginaires, un retour au bon sens, un retour à des réflexes ancestraux, à des histoires immémoriales qu'on connaît tous, qu'on a tous en nous, et donc un retour à ce qui est déjà là, en germe, et qu'il suffit peut-être d'aller chercher et d'utiliser à bon escient. Voilà, et pour conclure, en fait, chez Mieux, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'innovation, on travaille sur des nouveaux récits. En fait, les deux se mélangent, c'est une sorte d'économie circulaire des idées qu'on essaie de mettre en place. Ce qu'on sait, et c'est ce qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'il faut définitivement changer de société. Aujourd'hui, on est en train de dépasser la 7e limite planétaire, vous avez vu, avec l'acidification des océans. Donc ça veut dire que 6 sont bien attaqués, la 7e est en train de passer. Globalement, pour réinventer la société, pour réinventer... quand je dis la société, c'est le fait d'être ensemble, de faire société. Voilà. On a vu des choses extraordinaires cet été avec les Jeux Olympiques, où on s'est un peu tous dit, tiens, en fait, on est tous différents et on est tous potes. Et en fait, on avait oublié ce qui s'était passé en juin. Donc moi, j'espère qu'on va prolonger ça, essayer de réinventer la société et de se dire qu'en fait, c'est pas forcément de l'innovation futuriste, comme le disait Amandine, qu'il faut casser les modèles. Et donc, ça veut dire qu'il faut, pour changer les produits, il faut changer les récits. Et pour changer les récits, il faut changer les produits. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, évidemment, on est disponible. Est-ce que certains veulent poser des questions? Ouais. Voilà, le plus fidèle, il est là chaque année. Ouais. Justement, c'est parce que je suis infidèle, je sais que vous êtes très créatif. Est-ce qu'en interne, vous vous êtes imaginé justement des nouveaux récits? Si c'est le cas, sur quelle thématique? Et c'est quoi justement cette nouvelle réalité que vous avez pu créer? J'ai la même question. Ouais. Est-ce que vous avez fait la fresque des nouveaux récits? Oui, on a fait la fresque des nouveaux récits en séminaire il y a 1 an ou 2, qu'on trouve bien, vachement accessible. Voilà. Alors on a au sein de l'agence, parce que par exemple, typiquement les nouveaux récits internes d'une entreprise, la culture de l'entreprise fait partie de nos réflexions. Et donc dans les nouveaux récits, ce qu'on fait, et Simon qui est là peut en témoigner, c'est qu'on a 4 directions de clientèle, on a 3 filles et un garçon. Et donc, on a dit que le féminin l'emportait. Et donc, quand on parle des directrices de clientèle, Simon en fait partie. Voilà, on a décidé. Donc, Simon, quand il est tout seul, il est directeur. Mais quand il est avec les autres directrices de clientèle, il est directrice de clientèle. Donc, ça, c'est un exemple. Après, évidemment, le plus important, c'est sur nos clients. Il y a plein de façons de faire. Globalement, ce qu'on sait, c'est parce que là, on n'a pas parlé du comment aujourd'hui. On était vraiment sur ces 2 sujets, innovation, nouveaux récits. Pour faire un petit topo, parce qu'en plus, il s'avère que j'ai la chance de participer à la CEC des nouveaux imaginaires. Donc, on travaille là-dessus. L'idée, il faut casser les modèles. C'est-à-dire, globalement, la strate de com qui nous est demandée, est-ce que vous pouvez me storyteller ma strate RSE? La réponse qu'on fait tout le temps, c'est stratégie éditoriale. On fait un manifeste, on fait un film avec de la belle musique classique qui dit que la RSE est dans l'ADN depuis la création de la boîte. Et on présente des preuves, des chiffres, etc. Stratégie éditoriale sur LinkedIn, on change les pages. Ça, globalement, c'est un métier qu'on fait depuis, j'ai envie de dire, 15 ans. Aujourd'hui, il faut casser ces modèles-là. Il faut s'incruster dans les émissions de télé, il faut s'incruster dans les vacances des gens. On a la chance de travailler avec PhotoWeb qui
c'est bien fait retourner le cerveau par la CEC de Rhône-Alpes, où leur métier aujourd'hui, c'est de participer à la création de souvenirs. C'est-à-dire qu'ils ont changé le logo, ils ont changé la signature. Et en fait, ils ne font pas que imprimer des photos sur papier. Leur métier, c'est vraiment de maximiser les souvenirs que vous pourrez avoir. Donc, on a créé des comptes cet été où en fait, il y a un petit garçon et une petite fille. Donc là, c'est genré, hein, mais c'est un garçon-fille, Mathis et Rose, qui ont plein d'aventures. Et ces aventures, ce qu'elles ont d'intéressantes, c'est que donc, les contes durent 10 minutes. Il y a une intrigue, il y a voilà. Mais à l'intérieur, on fait ce qu'on appelle de la pédagogie clandestine. C'est-à-dire que, par exemple, Mathis et Rose, quand ils sont en train de se balader dans la forêt, à un moment, ils vont ramasser un bout de plastique qui est par terre, ils vont continuer l'histoire. Ça n'impacte pas l'intrigue. À un moment, ils vont boire de l'eau dans une gourde, etc. Mais on essaie de changer les comportements. Donc ça, c'est une façon de faire des nouveaux récits. Je regarde... Oui, okay. Bonjour. Alors, je suis arrivée pas au tout début, donc je suis désolée si... ça y est, je suis repérée. Si vous en avez parlé, mais là, en suivant votre présentation, j'ai l'impression qu'il y a une dimension, en fait... vous vous saisissez d'une tendance, d'une opportunité, effectivement d'un récit qui émerge. Et, et des opportunités d'innovation que ça peut créer. Mais est-ce que votre rôle, c'est aussi de produire tout à fait en amont des nouveaux récits qui peuvent faire changer des comportements? Excellente question. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui s'emparent de combats, alors qui s'emparent de combats qui existent déjà, ou après des marques qui mettent des sujets sur la table. 2 exemples. Les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles. Il y a par exemple Yves Saint Laurent Beauté qui en parle très fréquemment avec une campagne qui s'appelle Abuse is not love. Et le groupe L'Oréal en général est extrêmement investi sur ces sujets, évidemment, d'empouvoirment féminin, comme on dit maintenant. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a d'autres exemples qui est, par exemple, le sujet du végétarisme, qui n'est pas du tout un sujet. Même dans notre communauté de la RSE, aujourd'hui, il y a peut-être 5% ou 10% des gens qui sont végétariens. Je rappelle juste que la terre est utilisée, donc les terres émergées est utilisée par l'humain à 1% pour sa vie, pour ses villes, pour ses stades de foot, etc. Et à 30% pour l'alimentation carnée. Donc on surutilise. Le sujet du végétarisme, personne ne pose la question. C'est un sujet totalement tabou. Greenpeace US ne veut pas en parler. C'est pour ça que Paul Watson est parti. Enfin, plein de trucs comme ça. Et donc, il y a des marques qui ont mis les pieds dans le tapis pour parler de ce sujet-là. C'est notamment l'association et la coopération, la coopétition, comme on dit parfois, des marques de produits de steaks végétaux, de merguez végétales, etc., où ils ont abordé le sujet du végétarisme en disant donc, la vie, Haro, Apivore et une 4e qui ont dit en fait, il faut qu'on parle de l'alimentation carnée en France. Et donc là, c'est en fait des marques qui travaillent sur un nouveau récit et qui veulent impacter et qui veulent aborder ce sujet de société. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Il y a plein de marques qui sont là pour se battre pour une cause profonde. Voilà, un peu comme on a parlé de Patagonia. Aujourd'hui, perso, parfois je trouve qu'ils vont un peu loin en disant que we make business to save the planet. Hein, c'est un truc un peu comme ça qui est écrit sous le logo Patagonia dans plein de boutiques. Voilà, il faut... Oui, les marques doivent créer des nouveaux récits, doivent mettre des sujets sur la table pour qu'on puisse en débattre en société, et elles sont bien placées pour le faire. Mademoiselle, Simon. Parce que finalement, à chaque fois, moi que je parle d'innovation, on renvoie à la technologie. Ouais. Et, en fait, l'imaginaire ne sont pas bons. Est-ce qu'on peut donner un synonyme? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Je suis totalement d'accord. Alors nous, on parle parfois de design de nouvelles solutions, design de nouvelles offres durables, résilientes. Après, il y a par exemple la low-tech ou toutes les low innovations. Mais c'est vrai que le mot d'innovation, il est surutilisé. Hein. Moi, je déteste ce mot-là depuis 20 ans. J'ai vu des lancements en grande conso de style « Maintenant, le paquet de pâtes, vous pouvez le refermer ». Donc le truc, c'est l'innovation de l'année en rayon pâtes et spaghettis. Donc tout le monde parle d'innovation.
quelle est l'entreprise qui n'innove pas? C'est impossible, c'est interdit. Donc oui, il faut changer le mot et peut-être que c'est dans les nouveaux mots de la RSE. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin qui est sorti par des artistes sur comment on a besoin de mots qui n'existent pas. Voilà. Par exemple, moi, je me fais souvent encoufarder. C'est-à-dire, je me fais encourager et en même temps, on me refile le fardeau. C'est-à-dire, mes potes qui ne s'intéressent pas trop à la RSE, ils m'encouragent, ils me disent c'est vachement bien. Par contre, ils ne foutent rien. Donc, ils m'encoufardent. Donc, il y a un bouquin qui est sorti avec une centaine de mots. Il y a l'humilité. L'humilité, c'est... il y a privilège. On en parle ce soir à 17h. On va parler des nouveaux mots. Donc, oui, je vous propose que l'an prochain, on fasse une conférence sur comment parler d'innovation. Vraiment. OK. Merci beaucoup à tous. On est au stand qui est pile en face, qui est donc à 7 étages, qui est pile en face de la salle à Vannes, qui est la grande salle. L'actualité de mieux, c'est bon, éventuellement, nouvelle identité, nouveau site internet. À 17h, donc j'essaie de faire un spectacle humoristique, mais ça devrait être sympa, on devrait se marrer, on devrait pleurer, on devrait rire. Demain, comme tous les matins à 9h, il y a un tour du salon en 45 minutes, on court un peu, mais je vais faire le tour avec les incontournables et les nouveautés. Et à 10h30, une conférence sur l'entreprise régénérative, coup de com' au coup de génie. Merci beaucoup de votre attention. Bon salon, à très bientôt.